Bonjour et bienvenue sur Avenue de la Liberté pour parler aujourd'hui des pouvoirs extraordinaires de l'esprit, parce que votre cerveau est capable de faire un certain nombre de choses dont vous n'avez probablement strictement aucune idée. Mais peut-être que vous avez entendu parler de l'expérience de la psychologue Hélène Langer sur le vieillissement. Elle a démontré qu'avec un état d'esprit approprié, nous avons le pouvoir d'agir sur la réalité externe comme sur la réalité interne de notre physiologie et de nos processus de vieillissement. Sa conclusion ? Face au vieillissement, face à la maladie, un état d'esprit positif peut radicalement changer l'issue, même lorsque le diagnostic des médecins se veut définitif. C'est exactement aussi l'avis du docteur Joe Dispenza, qui a montré comment nos croyances peuvent enclencher des processus physiologiques bien réels. Il raconte notamment une étude de chercheurs néo-zélandais qui ont invité un groupe de 150 étudiants dans un local où a été recréée une atmosphère festive de bar. Alors vous avez la musique, vous avez le bruit. Les chercheurs ont informé la moitié des étudiants qu'on leur servirait de la vodka avec du soda tonique et l'autre moitié qu'ils boiraient seulement du soda. En réalité, les barmen ne versaient que du soda tonique, pas une goutte d'alcool. Mais l'atmosphère de bar était, elle, ultra réaliste, je vous l'ai dit, musique, ambiance tamisée, les verres étaient décorés d'une tranche de citron, les barmen couraient partout, ils mélangeaient, ils servaient les boissons comme s'il s'agissait de véritables cocktails. Et les résultats de l'étude sont totalement ahurissants. Les sujets sont devenus vite éméchés, agissant comme s'ils étaient sous. Certains manifestaient même des signes physiques d'intoxication. Pourtant, ils n'étaient pas ivres parce qu'ils buvaient de l'alcool, mais parce que l'environnement, par la mémoire associative, incitait leur cerveau et leur corps à réagir d'une façon familière. Ils étaient persuadés d'avoir bu de l'alcool, et cette croyance avait entraîné la production de substances neurochimiques qui avaient réellement altéré leur état. En d'autres termes, leur croyance avait suffi à déclencher un changement biochimique dans leur corps exactement équivalent à l'état d'ébriété. C'est quand même sidérant. Et ce qui est intéressant, c'est que le processus fonctionne aussi dans l'autre sens. L'environnement et la croyance associée peuvent aussi provoquer la guérison. En Pennsylvanie, par exemple, des patients d'hôpitaux qui, après avoir subi une chirurgie, récupérés dans une pièce qui offrait la vue d'un bosquet d'arbres, nichés dans un environnement naturel, ont eu besoin de médicaments antidouleurs beaucoup moins puissants et ont pu quitter l'hôpital 7 à 9 jours plus tôt que les patients qui étaient alités dans une pièce qui faisait face à un mur de briques. Vous voyez, notre état d'esprit, en partie conditionné par l'environnement, peut ainsi contribuer de façon radicale à la guérison de notre corps et de notre cerveau, avec des résultats qui sont parfois inespérés. Il y a quelques années, la presse anglaise a raconté par exemple l'histoire de 4 femmes qui étaient atteintes d'un cancer et qui étaient toutes condamnées par leurs médecins respectifs. Comme l'écrivait le journaliste, la date de décès était prévue, dans 1 mois pour l'une, 6 pour l'autre, il n'y avait quasiment plus qu'à organiser l'enterrement. Mais il faut croire que le mystère de la vie, de la maladie et de la mort dépasse cette réalité diagnostique et qu'il y a tapis au fond de chaque être humain une formidable force d'auto-guérison qu'on peut déclencher. Le témoignage de ces femmes montre à quel point des leviers comme les relations sociales, le fait d'avoir des objectifs et de trouver un sens qu'on ne soupçonnait pas à sa vie, tout ça peut influencer la guérison de façon déterminante, même dans les cas que la médecine juge désespérés. Voici par exemple le cas de Jane qui était atteinte d'un cancer du sein et à qui on a dit qu'elle avait 2 mois à vivre en 1993. Elle a écrit qu'à 42 ans, j'ai eu un premier cancer du sein, guéri, puis une rechute, et à ce moment-là j'étais à bout, je voulais en finir. Un jour j'ai entendu mon fils qui avait 6 ans alors et qui pleurait dans la pièce d'à côté. Il disait « Maman », comme si j'étais déjà morte. Et là, je me suis dit que je devais vivre. Je ne pouvais pas le laisser seul. 5 semaines après, quand mon médecin m'a annoncé qu'il me restait 2 mois ou plus, je n'ai ressenti aucune colère, aucune peur. En fait, j'avais déjà touché le fond. J'ai commencé à faire mes propres recherches. J'ai trouvé une carte qui montrait que l'incidence de mon cancer du sein était de 1 sur 100 000 en Chine contre 1 sur 10 chez nous. Et là, j'ai pensé que c'était lié à ma façon de m'alimenter. J'ai décidé de manger comme les femmes chinoises qui n'avaient pas le cancer. Peu de protéines animales, pas de produits laitiers, beaucoup de fruits, de légumes, de légumineux. 6 semaines plus tard, ma tumeur était partie. Le médecin, lui, m'a dit que c'était grâce à la chimio et qu'elle reviendrait sûrement. Pourtant, j'ai continué avec mon nouveau régime et aujourd'hui, j'ai 65 ans et je suis grand-mère pour la 6e fois. Angèle, elle avait un cancer des ovaires et on lui pronostiquait 1 an à vivre en 2001. Après l'opération, dit-elle, une petite phrase a trotté dans ma tête, « Tu peux vaincre la maladie ». Au début, pour moi, c'était juste une phrase comme ça, et puis je me suis mise vraiment à y croire. Je passais du temps au jardin à apprécier de toutes petites choses, des fleurs, des couleurs, des odeurs. C'est des petites choses que je ne voyais pas auparavant. Je comprenais que j'avais beaucoup plus de force en moi que ce que je croyais.
Je voulais épouser l'homme avec lequel je vivais, je voulais voir Venise une fois dans ma vie, je voulais voir naître mon premier petit-fils. Aujourd'hui, j'ai réalisé ces rêves, je crois qu'ils m'ont porté pour survivre, et au moins autant que la chimiothérapie. Alors bien sûr, il ne suffit pas de vouloir guérir pour que le miracle se réalise. Mais nous avons vu que l'environnement, que la croyance jouaient un rôle essentiel pour bâtir une force spirituelle capable d'agir dans notre corps et de soigner les maladies les plus graves. L'équipe, par exemple, du Dr Alastair Cunningham de l'Ontario Cancer Institute s'est intéressée aux traits psychiques d'anciens malades du cancer qui avaient des cancers métastasés qui étaient considérés comme incurables par la médecine. Eh bien, donc, tous sont guéris et tous ceux qui ont guéri avaient en commun l'authenticité, c'est-à-dire une compréhension de ce qui est important dans leur vie, une autonomie, le sentiment de pouvoir influencer leur vie pour se mettre en accord avec ses valeurs et surtout un sentiment d'acceptation, de meilleure estime de soi, une meilleure tolérance et une proximité émotionnelle aux autres avec une vie affective perçue comme plus joyeuse et plus sereine. J'ajouterai une dernière chose que nous inspire là encore la nature et vous allez voir sur l'image qui va apparaître à l'écran, vous voyez, il s'agit d'une nuée d'étourneaux qui virevoltent en groupe dans un sens puis dans un autre sans jamais s'entrechoquer. Dans ce comportement collectif, explique le chercheur Michel Levankien, la nuée forme un phénomène qui émerge dont l'unité globale ne peut pas être expliquée à partir des comportements individuels des oiseaux. Ce que ça veut dire, c'est que le comportement du groupe va influencer en retour l'état des animaux à titre individuel. Ces derniers, ces animaux, les oiseaux, vont suivre telle direction plutôt que telle autre, ils vont voler plus ou moins vite, car l'ensemble, qui leur est pourtant extérieur, influence leur propre mouvement. Le tout, ainsi que ses parties, ont donc une réalité. La nuée des tourneaux, elle est aussi réelle que les éléments qui la composent, même si elle n'existe plus lorsque les oiseaux se dispersent. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que notre organisme, il possède lui aussi une cohérence globale, qui contraint les processus biologiques au niveau le plus élémentaire. Cultiver un état d'esprit qui va intégrer sa propre vie dans une dimension plus large que soi, un peu comme la nuée des tourneaux, et c'est peut-être ce que nous demande notre organisme pour ressentir le bien-être ou retrouver la santé lorsqu'on est malade. Je sais aussi que petit à petit, ces idées font leur chemin. On les retrouve quand on évoque par exemple la médecine globale, la médecine holistique ou la médecine quantique même. L'écrivain François Cheng résume un peu cette pensée quand il écrit « Si nous pouvons penser l'univers, eh bien c'est que l'univers pense en nous ». Et c'est ce qui explique pourquoi l'approche scientifique traditionnelle, dite réductionniste, qui consiste à morceler la vie, le corps jusqu'à ses plus petits éléments, me semble négliger une dimension absolument essentielle. Certains scientifiques purs et durs le reconnaissent d'ailleurs aujourd'hui, par exemple comme le cancérologue David Kayat. Pendant de nombreuses années, dit-il, je dois le reconnaître, j'ai été réfractaire à l'idée que le stress, le malheur, la tristesse puissent être à l'origine du cancer. Mais aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Oui, j'ai l'intime conviction que notre vie spirituelle interfère avec notre ADN et qu'elle est susceptible d'être prophylactique, ça veut dire protégée contre le cancer ou au contraire terriblement délétère. Voilà pourquoi une approche mécanique du soin, qu'il soit chimique ou même naturel, est forcément limitée. Car ce n'est pas seulement en mangeant des légumes, en faisant de l'exercice ou en ayant le bon ratio oméga 3 sur oméga 6 que nous sommes protégés contre la maladie, mais il nous faut nourrir aussi notre esprit avec ce qui le grandit. C'est quoi ? La bonté, la gratitude, l'espoir, l'ouverture, le service de l'autre, etc. Alors c'est vrai que c'est pas facile, mais là encore l'image de la nuée des tourneaux est parlante. La psychologue américaine Barbara Fredrickson a ainsi montré que le système immunitaire des individus qui sont en quête d'un bonheur qu'on appelle eudémonique, c'est-à-dire qui passe par le lien avec les autres, eh bien, il est plus développé que ceux qui recherchent un bonheur hédonique, centré sur la satisfaction personnelle. Alors certes, les obsédés du progrès, les transhumanistes de la Silicon Valley peuvent bien expliquer que pour vivre très vieux et en bonne santé, nous avons besoin de technologie et d'innovation, certes, mais je pense qu'ils seraient aussi inspirés de regarder le ballet des oiseaux pour comprendre ce qui nous rend heureux et en bonne santé. C'est d'être unique, mais d'être ensemble. C'est d'être une petite part d'un grand tout. Et pour finir, il faut que vous sachiez que ce qu'ont découvert les chercheurs d'Oxford et qui cherchaient à comprendre ce qui déterminait notre seuil de résistance à la douleur, ce n'est ni notre âge, ni la robustesse de notre constitution, mais l'étendue de notre réseau amical, oui. Plus on est entouré d'amis, mieux on résiste à la douleur. Et là encore, c'est bien l'état d'esprit positif de cette situation qui engendre un mécanisme chimique. Le fait d'avoir des amis permettrait au cerveau de sécréter de l'endorphine, l'hormone du plaisir, efficace pour combattre la douleur. Si efficace qu'elle serait même plus performante à ce niveau.
que la morphine. Alors voilà, la technologie ne rivalise pas encore tout à fait avec la puissance de l'esprit. Je vous dis à très bientôt.